Je suis Bernard Guénaud, donc maître de conférence émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur associé à l'Institut d'histoire moderne et contemporaine de la rue d'Ulm et de Paris 1. Alors, j'ai étudié dans mes domaines de recherche l'histoire politique, notamment de la période du Directoire et du Consulat. Par ailleurs, j'ai étudié également l'histoire militaire et particulièrement des guerres coloniales du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, et par extension, donc, l'histoire des colonies depuis Richelieu jusqu'à Napoléon. Les colonies, au départ, sont des établissements de commerce que l'on trouve, alors pour la France, que l'on va trouver surtout dans les Antilles, l'île de Saint-Domingue, enfin la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue, depuis, disons, la fin du XVIIe siècle, et un peu plus précocement ce qu'on appelle les petites Antilles, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Tobago. Donc, la principale étant dans cet espace la Martinique, qui a été donc occupée par les Français dans les années 1630-1640. Et par ailleurs, dans l'océan Indien, les Mascareignes, l'île de France et l'île qu'on appelle aujourd'hui de la Réunion, qui s'appelait à l'époque l'île Bourbon, et qui était exploitée par la Compagnie des Indes orientales, dont la base était à Lorient. Les autres îles, celles des Antilles, étant essentiellement des établissements de commerce à l'époque, donc des comptoirs, jusqu'au, disons, au milieu du XVIIIe siècle, où une conception nouvelle des territoires coloniaux va progressivement s'imposer, une conception plus impériale, plus politique, plus administrative, va progressivement s'imposer. Dans la majeure partie de la période moderne, c'était surtout des comptoirs de commerce, c'est-à-dire qui devaient recevoir donc recevoir des produits de la métropole et surtout produire des denrées, des biens que la métropole ne pouvait pas produire en raison notamment de son climat. Globalement, la société coloniale antillaise est une société très clivée selon le partage entre les maîtres et les esclaves. C'est-à-dire que la principale unité structurante de la colonie, c'était la plantation, qu'on appelait l'habitation, et cette habitation était mise en valeur par des esclaves africains. Enfin, il y a eu plusieurs périodes. L'immense majorité de ces esclaves étant originaires d'Afrique. Mais ce n'était pas exclusif. Dans un autre temps, on a eu d'abord des Amérindiens et puis ensuite ce qu'on appelait des engagés qui venaient d'Europe, qui travaillaient dans des conditions qui étaient absolument équivalentes à celles de ce que feront les esclaves africains par la suite. Donc, au cœur, il y a l'habitation, l'unité de production, l'unité d'exploitation des Antilles, et le clivage essentiel, c'est la différence entre les libres, donc ceux qui sont les maîtres et ceux qui ont un statut qui n'est pas celui d'esclave, et puis donc les esclaves. Par la suite, une autre structure va apparaître progressivement, qui est la situation des libres, mais de couleur, c'est-à-dire soit parce qu'ils ont été affranchis par le maître, ce qui était classique dans toute société esclave, soit parce qu'ils sont nés eux-mêmes d'une union entre le maître et
une de ses concubines sur la plantation, et le fils ou la fille qui naissait de cette union pouvait avoir le statut donc de libre dès sa naissance. Donc cette catégorie intermédiaire qui va être tout à fait importante parce qu'on considère, pourquoi? Parce qu'on considère souvent qu'au départ, le ratio entre les gens d'origine européenne, les hommes d'origine européenne et les femmes était tout à fait déséquilibré. Il y avait très très peu finalement au départ de femmes d'origine européenne, ce qui fait qu'on va être obligé soit d'en faire venir de métropole, soit, eh bien, parce qu'au départ, les Européens donc, ont vécu soit en concubinage, soit par des unions consacrées, ont vécu avec des femmes soit d'origine amérindienne, soit d'origine africaine. Donc, cette catégorie des libres, de ce qu'on va appeler les libres de couleur, va former une sorte de catégorie intermédiaire entre les libres véritables qui étaient les Européens et puis la masse des esclaves au XVIIIe siècle, fondamentalement d'origine africaine. Donc vous avez trois statuts. La classe intermédiaire, donc des libres de couleur, va être progressivement ségrégée à la veille de la Révolution, une série de mesures adoptées dans les colonies, par les conseils souverains des colonies, va mettre la catégorie des libres de couleur dans une situation de marginalité parce qu'on craignait fortement leur concurrence. Donc on va leur imposer de ne porter que certains vêtements, on va leur imposer de ne pratiquer que certaines professions, on va leur imposer de fréquenter des lieux, enfin des lieux qui leur étaient interdits, d'autres qui leur étaient réservés. Donc tous les classiques d'une situation qu'on appellerait aujourd'hui d'apartheid. Le terme de créole, il faut voir qu'il est amené avec précaution parce que quand on l'emploie aujourd'hui, le terme de créole, créolisation, ne renvoie pas du tout aux mêmes réalités que celles qu'il pouvait avoir à l'époque. Mais il est quand même apparu à ce moment-là dans certaines situations. En gros, ça voulait dire né aux Amériques, globalement. C'était un terme qui était d'abord apparu dans les colonies espagnoles, puis qui après va se généraliser sur l'ensemble du domaine américain. Donc ça veut dire qu'il est né ailleurs qu'en Europe, et surtout donc né aux Amériques, qui renvoie, alors on le trouve à l'époque, soit pour des Européens qui sont nés sur les îles donc lointaines, et en particulier sur les Antilles, ou bien à des esclaves qui, pour distinguer donc deux catégories d'esclaves, ceux qui sont nés sur le sol antillais, donc qui n'ont jamais connu l'Afrique, et qu'on distinguait de ceux qui étaient arrivés récemment en Afrique, à Saint-Domingue, qu'on appelait les Bossales. Donc le terme de créole apparaît déjà à ce moment-là et est associé donc au territoire américain. Voilà. Et souvent, il est synonyme d'américain, c'est le terme que l'on trouve le plus souvent dans les textes d'époque. Donc, soit parce que les Blancs, enfin les Européens d'origine, vont se considérer de plus en plus comme ayant une identité un peu, qui sont nés donc aux Antilles, vont se considérer comme ayant une identité différente, pas forcément de rejet, mais différente de celle des Européens. Et d'autre part, parce que donc une conscience américaine qui va s'affirmer de plus en plus,
avec notamment un moment important qui va être celui de la guerre d'Amérique, 1776-1783, au cours desquels il va y avoir un fort sentiment de solidarité entre les colons européens et entre les colons français et les colons anglais, les insurgents, donc, qui prenaient leur indépendance. Alors, le terme va se retrouver également chez les livres de couleur, parce que beaucoup d'entre eux, en particulier beaucoup d'entre eux, enfin, parmi l'élite, hein, parmi les plus riches, vont faire le voyage vers la métropole, donc vont se retrouver à Paris en grande partie, également dans les ports de l'Atlantique, et vont cultiver donc là aussi un sentiment qui va être assez ambigu, qui va être à la fois de se considérer comme étant eux aussi une part importante de la société donc française, mais aussi différent malgré tout. Et on va voir apparaître notamment parmi ces livres de couleur installés en métropole, au début de la Révolution, on va voir apparaître par exemple une société politique pour défendre les intérêts de ces couche particulière qui va s'appeler Société des colons américains. Donc, eux aussi vont revendiquer, dans une forte rivalité avec les Européens, vont revendiquer leur identité américaine et aussi leur statut de colon, donc d'occupant du sol. Hein. À l'époque, le colon, c'est le propriétaire du sol. Et troisième terme donc qu'on va trouver, vous voyez, selon les statuts, il y a des termes différents, mais qui recouvrent la même réalité de créole. Donc le troisième terme, comme je disais, ça va être effectivement chez les esclaves, où le sentiment américain va se traduire par le fait d'avoir une culture différente, pas profondément, mais différente de celle de l'Afrique. Ils ont quitté, pour laquelle il y a un sentiment d'altérité par rapport à l'Afrique, puisque l'Afrique, c'est le pays où ils ont été capturés, où ils ont été mis en esclavage, pas directement par les Européens, mais par d'autres Africains. Donc il y a un sentiment de recul, de distance par rapport à l'Afrique. Les sentiments que j'appelle de créolisation, pour donner un terme générique un peu, et le sentiment est ambigu parce que alors chez les Européens, si on prend les différentes catégories, chez les libres donc d'origine européenne, on s'aperçoit que il y a ce sentiment d'identité différente de celle de la métropole, mais en même temps, il y a de plus en plus comment dire, la volonté, là aussi, d'être un Français à part entière, y compris dans le domaine administratif, donc d'avoir sur la colonie un certain nombre de marqueurs qui sont des marqueurs que l'on peut trouver, par exemple, sur le territoire métropolitain. Considérer non plus la colonie comme uniquement un comptoir de commerce, mais comme une province française, avec ses lieux de culture, par exemple la généralisation des salles de spectacle dans les grandes villes des Antilles, le Cap, ou bien Port-au-Prince, ou bien Saint-Marc à Saint-Domingue, ou bien Saint-Pierre à la Martinique, donc qui vont posséder des salles de spectacle où on veut voir jouer des pièces qui sont les mêmes que celles qu'on va voir dans la métropole. Par exemple, Saint-Pierre de la Martinique est appelé le Petit Paris. Donc, dans la culture, ça va se marquer par ce sentiment qui va être un sentiment d'identité, d'assimilation, on pourrait dire,
Et également la modernisation des services. On va faire des routes qui soient des routes plus viables que celles qu'on pouvait originellement, donc des routes de poste, notamment à la veille de la Révolution, qui, qui vont diminuer considérablement les temps de circulation d'un lieu à un autre et qui vont être également des marqueurs de la modernité. Donc, il y a paradoxalement à la fois ce mouvement d'identité, d'affirmation d'une conscience américaine et en même temps, mais ça c'est équivalent à ce qu'on peut trouver dans d'autres colonies d'Amérique, aussi bien dans les colonies espagnoles que dans les colonies américaines du Nord, ce sentiment de dire qu'on est finalement peut-être les vrais Français ou les vrais Anglais ou les vrais Espagnols, plus que même quelquefois que la métropole. Donc il y a ce sentiment ambigu. Alors chez les livres de couleur, ça se traduit par le fait d'une forte, à la fois, donc l'identité, je n'y reviens pas, euh, de colons américains, mais aussi le fait que globalement, on est comme les vrais Français, c'est-à-dire que la culture, pour les classes, pour l'élite de ces livres de couleur, l'assimilation de la culture européenne, et en particulier le formidable attrait qu'il y a eu pour la culture des Lumières, qui a beaucoup circulé dans cette classe qui était quelquefois plus éduquée que la classe des Européens d'origine créole. En particulier, il était de bon ton pour les maîtres d'envoyer leurs fils métis étudier dans des collèges prestigieux en métropole, notamment le collège de Sorèze, qui se trouve dans le sud-ouest. D'une part, ils vont insister sur globalement l'origine même de leur statut, c'est-à-dire que c'est eux qui vont mettre en valeur le fait que, à l'origine, la société coloniale est un formidable métissage. Donc, par la force des choses, donc les unions entre les maîtres européens et puis, comme je disais, donc les femmes soit amérindiennes, soit majoritairement d'origine africaine. Donc, l'insistance sur le fait que la société coloniale est une société métissée, ce qui est une manière de rejeter le préjugé de couleur qui était de plus en plus développé chez les Blancs, qui considéraient donc qu'il y avait une marque indélébile qui rejetait de façon définitive toute forme de généalogie qui les rattachait aux Africains, donc qui mettait les libres de couleur dans un statut inférieur à la classe des Européens blancs. Donc c'était une façon de contester et de rejeter ce préjugé de couleur. Donc ça amenait à la revendication de l'égalité. On voulait une égalité qui soit, avec les Blancs, qui soit une égalité réelle, c'est-à-dire une éducation de même nature, une culture qui soit là aussi fortement la même que celle des Blancs, et l'accès à des professions qui soient, par exemple, les libres de couleur n'avaient pas le droit de porter des armes, les libres de couleur n'avaient pas le droit d'exercer des professions comme celle d'orfèvre, de joaillier, etc., etc. N'avaient pas le droit également d'avoir des professions qui tenaient du régalien, comme les avocats. Donc, toutes ces professions, qu'elles soient totalement libres d'accès à toute la population qui était de statut libre.
évidemment, comme un grand nombre d'entre eux étaient aussi des propriétaires d'esclaves, ces luttes de couleur ne se voyaient pas à la veille de la Révolution dans une perspective d'abolition de l'esclavage. Et dernier point, donc, la possession de la terre faisait qu'ils se considéraient aussi comme étant aussi légitimes dans cette possession de la terre que les Européens, que les gens d'origine européenne, voire même à cause de la généalogie dont je parlais tout à l'heure, donc à cause de cette société qui au départ était métissée, ils vont se considérer comme plus légitimes en étant donc antérieurs en quelque sorte à la venue des Européens sur le territoire des Amériques. Donc comme étant les véritables maîtres du territoire colonial. Alors ça, c'est un point fondamental, mais assez difficile à élucider parce que on n'a pas de témoignage écrit direct des esclaves. Il y a quelques témoignages pour les colonies anglaises, mais pratiquement pas pour les colonies françaises ou espagnoles. Donc c'est assez difficile à mesurer. Ce qu'on peut voir, disons qu'il y a deux thèses, deux hypothèses. L'hypothèse donc que je soulignais tout à l'heure de la séparation totale entre les créoles et les baussades, avec un avantage numérique, démographique pour ces derniers à la veille de la Révolution, c'est-à-dire que dans la masse, par exemple à Saint-Domingue, on a 500 000 à 600 000 esclaves, et dans cette masse, la majorité venait quand on est en 1789, la majorité était d'importation récente africaine. Donc, une première école suppose que ces esclaves transplantés ont conservé l'essentiel de la culture africaine avec eux, et donc les religions, les manifestations culturelles, les manifestations festives en particulier, la langue également, sont fortement marquées par cette origine africaine. Ils auraient conservé de façon quelque peu clandestine, puisque les manifestations publiques ouvertes des esclaves, évidemment, étaient interdites par les autorités. Alors la deuxième hypothèse, qui est la mienne, c'est qu'il y a eu un phénomène d'acculturation profonde à l'arrivée aux Antilles. D'une part, pourquoi? Parce que d'une part, l'identité africaine avait été déjà diluée dans un premier temps par la campagne de traite. Il faut voir qu'à la veille de la Révolution, on ne va pas dans un seul endroit, par exemple au Sénégal, faire de la traite en Afrique. On fait une campagne de traite qui peut durer très longtemps, voire 2 ans, en déplaçant le navire de traite depuis le Sénégal, par exemple, jusque très loin, l'Angola, voire jusqu'aux sociétés d'Afrique intérieure, de la région des Grands Lacs. Parce que la main-d'œuvre, comme les Européens ont un peu saigné à blanc le continent africain, les esclaves sont de plus en plus rares à trouver et de plus en plus chers. D'où ces campagnes de traite très longues. Parce que on va entasser sur le navire donc des gens de provenance et de culture assez différentes à l'origine. Il faut voir que le continent africain n'est pas un continent, derrière le terme d'africain, c'est pas une unité en quelque sorte culturelle qui existe ou politique qui existerait derrière le terme d'africain. Ce sont des sociétés qui quelquefois peuvent être très profondément différentes et qui en plus de ça se font souvent la guerre. Donc, on va trouver sur le bateau des gens qui viennent de partout, qui sont assez mélangés, ce qui fait une première forme d'acculturation.
La deuxième forme, je pense que c'est, alors arrivé aux Antilles, il y a une prise en charge, on peut dire, par les créoles, par les esclaves qui étaient installés depuis plus longtemps, de ces nouveaux arrivants. Alors certes, ça va donner une autre forme d'unification, mais où je pense que l'élément créole a été absolument déterminant, aussi bien au niveau de la langue, ça va donner le créole, justement, une langue d'unification, mais aussi des manifestations qui étaient déjà là installées avant l'arrivée de ces nouveaux Africains débarqués. Donc, par exemple, la religion vaudou, qui est certes, on trouve des éléments qui viennent d'Afrique occidentale, mais qui est surtout aux Antilles un syncrétisme entre la religion catholique et, euh, et donc les religions africaines. Et c'est vrai aussi à Cuba ou au Brésil. Ou bien les manifestations festives, par exemple dans la musique, où c'est un mélange en quelque sorte, un syncrétisme là aussi, entre des formes européennes d'époque et des éléments d'origine africaine. Donc il y a eu un phénomène d'acculturation où la forme dominante était celle des créoles, avec précisément aussi au niveau social, pas seulement culturel, au niveau social, le fait que ces créoles avaient des positions dominantes. La société des esclaves était fortement hiérarchisée. Donc vous aviez à la couche supérieure des gens qui étaient un peu des chefs de travaux, on appelait des commandeurs, des sortes de contremaîtres, et qui étaient souvent des créoles, et puis également tout le personnel domestique qui jouait un rôle important. Personnel domestique, pas seulement domestique de maison, c'est-à-dire là c'était surtout les domestiques de maison, c'était surtout des femmes, mais aussi domestiques, par exemple cochers, par exemple conducteurs de troupeaux, euh, par exemple les maçons, donc des esclaves plus qualifiés qui avaient d'ailleurs des possibilités que les esclaves de champ, les esclaves d'atelier n'avaient pas, parce qu'eux disposaient souvent de laissez-passer, de passeports qui permettaient de se déplacer de l'habitation à la ville et donc de recueillir au niveau de la ville, vous voyez, des informations enfin des informations beaucoup plus fraîches. Ils ne vivaient pas en circuit fermé, il y avait une forte mobilité parmi ces esclaves, cette couche supérieure d'esclaves. Et je pense que c'est eux qui ont, enfin je pense avec d'autres évidemment, que ce sont eux qui finalement formaient les cadres de ce qui était la société d'esclaves. Le terme premier, aussi bien pour la religion que pour la musique, c'est le syncrétisme. Les religions africaines, parce qu'il n'y avait pas une religion africaine, il y avait des religions africaines, les, les divinités donc, de la nature, les divinités des cycles de la vie, etc., vont être assimilées à des figures du calendrier chrétien. La religion catholique ayant l'avantage par rapport à la religion protestante qui va être beaucoup plus intolérante vis-à-vis de ces cultes africains, la religion catholique ayant l'avantage d'avoir beaucoup de saints. Donc, la possibilité d'assimiler ces divinités africaines à des saints du calendrier, enfin de la liturgie catholique. C'est pas que la religion catholique soit plus tolérante, mais c'est tout simplement que la possibilité du syncrétisme était plus forte. C'est vrai d'ailleurs, on le remarque aussi dans les colonies espagnoles, hein, fortement ce phénomène d'acculturation. Si vous, par exemple, une anecdote, si vous entrez dans la cathédrale de Lima, vous voyez la scène qui est représentée, c'est-à-dire le dernier repas du Christ,
Mais ce que les participants consomment, ce n'est pas l'agneau pascal, mais c'est le cuy qui est une sorte de rat de la région. Donc, vous voyez, c'est un phénomène d'acculturation qui est net dans la religion. Alors, pour la musique, c'est la musique antérieure au blues qui est assez difficile. Je donne la référence là, par contre, pour les colonies anglaises. On sait que cette musique du blues vient de chants de travail. Voilà, mais on n'en sait guère plus. Bon, pour les Antilles, c'est un peu pareil. On sait que les chants de travail ont beaucoup marqué la musique antillaise, mais globalement, c'est assez difficile à trouver une forme pure, parce que ce qu'on a pu constater, c'est que au moment où elle s'est formée, pratiquement, c'était là aussi des formes orales. Il y avait également donc ce syncrétisme entre ces chants de travail et puis des formes de danse, de contre-danse, des formes donc festives qui étaient d'origine européenne, qui étaient d'origine plus classique. Donc c'est là aussi, de ce point de vue-là, un syncrétisme. Alors pour la politique, c'est là aussi quelque chose qui est assez difficile à saisir pour les aspirations politiques des esclaves. Alors là aussi, on a des hypothèses où certains insistent beaucoup sur le fait que les Africains auraient conservé, par exemple, des formes politiques des monarchies africaines, hein, globalement, ou bien que d'autres auraient considéré que des formes tribales se seraient prolongées également à travers des organisations de type charismatique, c'est-à-dire autour d'un chef, globalement. Donc une forte incarnation du pouvoir. Ça, on peut, là aussi, en absence de témoignages écrits, on peut difficilement le cerner. Ce que l'on peut dire, c'est que les revendications, donc il y a une revendication globale d'émancipation, évidemment, c'est-à-dire que tout esclave aspire à la liberté, ça c'est un point absolument fondamental qu'il faut rappeler, mais que cette forme de liberté pourrait prendre des concrétisations très différentes, hein. Alors ce qu'on trouve le plus souvent, c'était non pas une abolition générale, mais ce qu'on trouve le plus souvent, c'était deux formes. La première forme, c'était la revendication d'avoir du temps pour soi, voilà. C'est-à-dire 2 jours, 3 jours, où on était libre de ne pas aller sur les champs. Alors certes, à l'intérieur de la plantation, ça, on continuait d'avoir le cadre qui n'était pas fortement remis en question, mais on avait la possibilité de s'occuper de sa famille ou de cultiver un potager, c'est-à-dire d'avoir du temps pour soi, un potager, une basse-cour, bon, etc. Donc, une forme de travail qui n'était pas réservée aux maîtres. Et puis, une deuxième forme d'émancipation, c'était aussi les esclaves en fuite, des marrons, qui se réfugiaient donc dans les montagnes, qui se réfugiaient dans des zones où ils reconstituaient une société. Alors, ceux qui pensent qu'il y a eu reconstitution des formes africaines insistent beaucoup sur le marronnage, parce que il y avait donc des petites communautés qui se reformaient soit sous une forme tribale, soit sous une forme autour d'un chef charismatique. Mais ces petites communautés ne revendiquaient pas forcément l'abolition de l'esclavage. Au contraire, ils voulaient vivre au détriment, en quelque sorte, de la plantation, de l'économie de plantation, en faisant des razzias sur les plantations,
Et souvent, ils faisaient des accords, ils passaient des accords. On les a vus au Brésil notamment, mais quelquefois également dans les Antilles françaises, en Jamaïque, on a vu ça aussi, avec les marrons des montagnes bleues. Eh bien, ces communautés passaient des accords avec les autorités coloniales, c'est-à-dire que, en quelque sorte, l'autorité coloniale euh, suspendait la répression qui était très très forte contre les communautés marrons, suspendait la répression. En échange, les communautés marrons faisaient en quelque sorte la police aux marges de la plantation, c'est-à-dire s'engageaient aussi à remettre aux autorités coloniales toute nouvelle esclave qui sera en fuite. Donc il y avait des accords de ce type qui ont été passés dans toutes les colonies de l'époque, qu'elles soient portugaises, espagnoles, anglaises ou françaises, entre ces communautés de marrons. Ça prouve bien que il n'y avait pas de sentiment général qui allait vers l'abolition globale de l'esclavage tel qu'on la verra par la suite. Mais c'était malgré tout des formes de résistance et d'accommodation avec l'économie dominante. Les mythes identitaires, j'ai déjà évoqué pour l'élite de couleur l'idée d'une société originelle qui serait métissée. Et il faut ajouter que globalement, la mémoire des origines, par exemple à Saint-Domingue, où le phénomène est particulièrement net, j'ai récemment sorti un ouvrage sur la cartographie de Saint-Domingue, et on s'aperçoit très très vite que sur les cartes, euh, que l'un de mes co-auteurs, Elie Lescaut, me signalait pas plus tard qu'hier qu'il avait retrouvé une carte de 1595 où le nom de l'île de Saint-Domingue, donc par la suite, Saint-Domingue, c'est un nom qui a été donné donc, par les Européens, mais le nom d'origine, c'était Haïti, qui a été repris donc en 1840. Et il me dit qu'en 1595, il avait retrouvé une carte où le nom de Haïti était déjà mentionné. Donc, par ce biais, donc, c'est une mémoire amérindienne qui se transmet uniquement par les noms, parce que la population d'origine de l'île d'Hispaniola, donc de l'île qui sera par la suite partagée entre les Espagnols Santo Domingo et les Français Saint-Domingue, eh bien, le nom d'origine, c'est Haïti, pays des forêts, et c'était un nom d'origine amérindienne, d'origine taïno. Les taïnos étant les populations d'origine, où il y avait 5 royaumes, 5 caciquas qui se partageaient l'île. Et puis pour les petites Antilles, Martinique, Guadeloupe, c'était des Arapacs, là aussi, qui ont été exterminés quasiment au moment de la conquête. Alors exterminés soit par les Espagnols, dans le cas de Saint-Domingue, soit par les colons français, dans le cas de la Martinique en particulier. Et, et donc, l'élite de couleur, qui pourtant sont mixtes européens, africains, eh bien, les de couleur vont s'identifier à cette population d'origine et vont reprendre les termes et la mémoire, en quelque sorte, transmise à travers non pas seulement les cartes, mais aussi des noms de lieux, hein, voire, dit-on, des endroits sacrés particuliers qui ont conservé en quelque sorte cette mémoire des Amérindiens, eh bien, vont se rattacher à cette population d'origine. Par des biais divers, d'ailleurs, par le fait également de la culture. Je parlais de la culture européenne des Lumières. La culture européenne des Lumières, en particulier, a fortement donc insisté a condamné la guerre de conquête, a insisté sur ses origines coloniales, en condamnant fortement la guerre de conquête, qui était assimilée à l'extermination des populations amérindiennes. Donc il y a tout un souvenir qui va être transmis à travers cette culture. Marmontel, un auteur des Lumières, un auteur de théâtre, avait écrit une pièce qui s'appelait Les Incas,
qui notamment participaient fortement de cette mémoire, de ces souvenirs. Eh bien, la pièce est jouée sur les scènes des spectacles des grandes villes coloniales et par des biais qui me sont encore assez mystérieux, le nom de Inca va réapparaître en 1803 lorsque l'armée qui combat le corps expéditionnaire envoyé par Bonaparte, l'armée qui s'appelait l'armée indigène, l'armée donc de ceux qui vont devenir les Haïtiens, eh bien le premier nom qu'ils portent, c'est l'armée des Incas. Et puis, quand le pays va devenir indépendant, on va l'appeler Haïti. Alors, dans cette référence originelle, dans cette référence identitaire, il y a deux choses. Il y a le fait que l'on cherche, à travers les Amérindiens, à s'affirmer comme les seuls et véritables détenteurs de l'île, enfin, population originaire de l'île. Et puis, le deuxième, évidemment, c'est qu'on met l'Afrique complètement à l'écart de cette. On ne veut pas du tout se rattacher à l'Afrique. Pour les raisons que j'indiquais, c'est le pays qui est un pays donc qui est marqué par la mise en captivité, donc qui est synonyme d'esclavage. Alors chez les Européens, les mythes identitaires vont prendre la forme des flibustiers, c'est-à-dire aussi mythes des origines, mais les Européens rattachent l'origine de leur présence dans les colonies aux Antilles par les occupants, donc les premiers occupants, pour eux, c'est-à-dire la prise de possession du territoire par ces populations de flibustiers, de boucaniers, les flibustiers étant des marins, des pirates souvent qui naviguaient d'île en île, et les boucaniers, c'était ceux qui ont été en quelque sorte les premiers occupants, d'après eux, du sol, puisque boucanier renvoie à une population qui était une population de chasseurs, donc plus sédentaire. Boucanier, flibustier, on considère donc que ce sont des hommes libres. Et cette idée d'homme libre, de liberté, compte beaucoup dans les mythes qui ont été développés à l'époque par les Européens. Donc, les colonies sont des pays où ce sont des hommes libres, hein, bien que ce soit des pirates, on n'insistait plus cette catégorie de liberté, ce sont des hommes libres qui les ont mis en valeur. Donc vous voyez circuler des mythes identitaires qui évidemment sont très très différents, là, se rattachent vraiment à la conscience créole, à la conscience américaine. Là, on est véritablement dans une revendication d'identité créole. La culture coloniale de cette époque, c'est l'univers mental. On va parler pour revenir justement aux catégories, notamment de Lucien Febvre, hein, pour le XVIe siècle. C'est l'univers mental, c'est celui de la peur. Fondamentalement, c'est une société de la peur. Il faut voir d'une part qu'il y a un phénomène numérique, hein, c'est-à-dire que représentent les libres, justement, que ce soit de couleur ou européen par rapport à la masse de la population, c'est 10% de la population maximum. Donc, ils sont environnés d'une population d'esclaves de plus en plus nombreuse. 500 000 à 600 000 esclaves à Saint-Domingue, quelque chose comme 90 000 à 100 000, aussi bien à Martinique qu'à la Guadeloupe, avec la même proportion, justement, la même différence énorme entre les libres et les hommes et les esclaves. Donc, c'est une société qui a quand même l'impression de vivre de plus en plus sur un volcan, hein, qui peut éclater à tout moment. Donc, c'est une société de la peur étant réciproque, la peur des esclaves, évidemment, par rapport aux maîtres, qui leur infligent souvent, bon, qui les font marcher à coups de fouet, le fouet étant la marque de cette société de la violence, hein, et les maîtres vivant dans la peur, évidemment des esclaves, du soulèvement d'esclaves. Donc,
Il y a les deux qui jouent, et évidemment la peur débouche sur la violence. Les sociétés coloniales sont des sociétés extrêmement violentes. Hein. On peut le voir dans le domaine de la justice, où les phénomènes de peur se marquent par des châtiments extrêmement violents qui ont disparu, enfin qui ont été omniprésents dans l'Europe de la première modernité, entre le XIVe et le XVIIe siècle, mais qui avaient progressivement disparu au cours du XVIIIe siècle. Par exemple, des châtiments corporels comme la roue, le fait d'être roué vif. Eh bien, en 1791, au début 91, février 1791, les premières insurrections d'hommes de couleur qui avaient été menées donc pas du Cap à Saint-Domingue par Vincent Auger et Jean-Baptiste Chavannes, deux livres de couleur qui étaient des propriétaires importants, eh bien, ces deux hommes ont été roués vifs sur la place du Cap. Donc, des châtiments corporels qui avaient disparu complètement. On ne rouait plus vif en Europe. De même, tardivement, à la Martinique, pour des cas d'empoisonnement, on va voir réapparaître des bûchers, des gens qui vont être condamnés à être brûlés vifs. C'est quelque chose, là aussi, qui était considéré dès le XVIIIe siècle en Europe comme étant l'abomination des abominations. Donc, il y a un décalage temporel, spatial certes, mais aussi temporel, qui s'explique par le fait que ces sociétés coloniales sont marquées par la peur et la violence. D'une part, ça se marque par ce fait que en Europe, ce qui a beaucoup marqué, c'est la proportionnalité des délits et des peines, outre le fait que donc à chaque délit, une peine automatique, c'était le principe de Beccaria, hein, qui va être repris dans la plupart des codes pénaux européens, et d'autre part le fait que les châtiments spectaculaires, les châtiments publics vont être progressivement remplacés globalement par la prison, par la geôle. Donc, ces marques d'humanisation, entre guillemets, hein, bien sûr, on peut discuter, mais voilà, ces marques d'humanisation de l'appareil judiciaire n'existent pas aux Antilles, hein, n'existent pas dans les sociétés coloniales. Il n'y a pas eu cette marque. Alors, bien que, par exemple, les colons européens se revendiquent là aussi de la culture des Lumières, c'est essentiellement une culture scientifique sur le plan des connaissances, mais pas dans le domaine judiciaire où on continue globalement de considérer qu'on ne peut s'imposer à l'autre que en manifestant la prise de possession de son corps, en quelque sorte, soit par le travail, soit par la violence de la peine. Les bûchers dont je parlais tout à l'heure, c'est à la Martinique, ils vont se révéler dans les années 1802 à 1810. Hein. Donc, dans une période qui est quand même relativement tardive par rapport à nous. Et alors, c'est dans le cas d'empoisonnement. Et ces phénomènes d'empoisonnement qui étaient une marque, là aussi, globalement, les crimes d'empoisonnement étaient une marque typique de la société coloniale. Alors, l'empoisonnement, c'était la crainte du maître d'être empoisonné par ses domestiques. Donc, le personnel qui était le plus proche du maître. Hein, vous voyez, le sentiment de proximité n'était pas forcément, ça pouvait être un sentiment de rapprochement, puisqu'il va y avoir des unions qui n'étaient pas que fondées sur le viol, hein, des unions entre les maîtres et les femmes esclaves qui étaient quelquefois fondées aussi sur l'affection, d'où le fait de l'émancipation qu'accordait le maître à ses fils nés de ces unions, souvent, mais qui pouvaient être aussi des marques de méfiance très très fortes, puisque
quand il y a un empoisonnement, qui était un empoisonnement souvent complètement imaginaire d'ailleurs, on va accuser la femme de ménage d'avoir fait ce genre de pratique. Et puis, empoisonnement aussi dans le cas des épizooties. Par exemple, quand un troupeau est ravagé par une maladie, on va accuser le cocher, le conducteur de troupeau. Donc, j'expliquais aussi que c'était des esclaves privilégiés tout à l'heure. Eh bien, on va considérer que le conducteur de troupeau a soit jeté un sort, soit la plupart du temps empoisonné tout le troupeau. On connaît très, très mal à l'époque les raisons des épizooties. C'était quelque chose qu'on cherchait à élucider, mais on l'explique, comme on ne l'expliquait pas rationnellement, on va l'expliquer par l'hostilité manifeste et constante de ces esclaves privilégiés, qui avaient un accès privilégié donc au maître. C'est eux qu'on va accuser en priorité de ces crimes d'empoisonnement. Et c'est le mécanisme de l'empoisonnement, c'est véritablement quelque chose qui est un révélateur considérable de toute la mentalité coloniale. L'abolition telle qu'elle va se manifester dans la période révolutionnaire, c'est-à-dire l'abolition de février 1794, est une abolition générale universelle, qui s'appelle donc la liberté générale. Et l'abolition par la loi, c'est un phénomène qui est radicalement nouveau, complètement nouveau, qui est quelque chose qui est le produit, certes, des révoltes d'esclaves nombreuses, notamment à Saint-Domingue, mais pas seulement, aussi à la Martinique. Et le fait également, surtout, que ce soit le produit de la guerre entre les puissances européennes, entre la France républicaine et puis l'Angleterre et l'Espagne, qui étaient restés donc sur un statu quo esclavagiste. Alors pourquoi j'insiste sur cette nouveauté radicale? Parce que les abolitions précédentes, enfin, quand il y avait des revendications d'abolition, j'ai dit qu'elles étaient extrêmement rares, c'était souvent des abolitions graduelles. C'est-à-dire on accordait on accordait des libertés, donc des affranchissements pour quelques centaines au maximum d'esclaves qui allaient être affranchis dans le cas, par exemple, où on voulait passer un accord avec des marins. Mais ce n'était pas une abolition générale. C'était quelque chose qui était graduel, qui était limité donc à une circonstance particulière. Et les abolitionnistes jusque-là, d'ailleurs, les abolitionnistes comme ceux de la Société des Amis des Noirs, en Angleterre ou en France, n'avaient pensé qu'à des abolitions graduelles, c'est-à-dire quelque chose qui prendrait un certain temps. On accordait certes la liberté par la loi, mais ça prendrait un temps assez, qui pouvait être assez long, 1 ou 2 générations, le temps d'éduquer les anciens esclaves à leur nouveau statut. La nouveauté radicale de l'abolition de la Convention de 1794, c'est le fait qu'elle soit universelle et c'est le fait qu'elle soit immédiate. C'est-à-dire que les anciens esclaves devenaient immédiatement des citoyens. Vous voyez, c'était un phénomène nouveau qui ne peut s'expliquer que par le fait, là aussi, que les commissaires les commissaires Sotomax et Paul Borel qui ont proclamé l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, puis la décision qui a été reprise par la Convention nationale, c'était là aussi pressé par les circonstances de la guerre, bien sûr.